Le Conseil national des barreaux est l'institution nationale qui représente les 74 000 avocats de France, qui constituent un des maillages professionnels les plus serrés sur le territoire national. C'est une institution qui a vocation à se mettre au service des institutions de la République et à rassembler les intérêts de l'ensemble des avocats, qu'il s'agisse des avocats établis sur l'ensemble des parties du territoire ou des avocats établis à Paris, puisqu'à Paris, il y a 34 000 avocats, c'est-à-dire à peu près la moitié du barreau de France qui s'y trouve installé. Merci infiniment à Gilles Averrousse, président de Ville-de-France, qu'on ne présente plus dans cette enceinte. Merci beaucoup à Luc Brunet qui va nous fournir une matière très substantielle pour comprendre quelle est la difficulté à laquelle se trouvent confrontés les élus locaux. Et nous avons choisi pour le thème de ces regards croisés, quelle protection des élus locaux face au risque pénal. Mais je vous invite à étendre, si vous le souhaitez, la réflexion au-delà du simple risque pénal, à l'ensemble des risques tenant à la gestion publique. Gilles Averrousse, vous êtes maire de Châteauroux, vous avez été triomphalement réélu lors de la dernière élection municipale et ça n'est sans doute pas étranger à votre élection à la tête de Ville-de-France. On ne vous présente plus comme je le disais tout à l'heure. Vous êtes également président de la métropole à Châteauroux et vous avez antérieurement eu une carrière d'agent territorial de haut niveau et vous avez été, si je ne m'abuse, le plus jeune ou l'un des plus jeunes maires de France dans une petite commune de l'Indre. Voilà. Luc Brunet, merci beaucoup aussi d'être présent. Vous êtes le responsable de l'Observatoire de la SMACL. Vous êtes venu les mains pleines de chiffres pour nous aider à réfléchir sur le thème qui nous intéresse et qui recoupe très directement la préoccupation exprimée par le thème du Congrès des maires de France qui est en train de se dérouler, Commune de France attaquée, République menacée, ce qui place d'emblée les enjeux très hauts sur le rôle que peuvent jouer les avocats auprès des collectivités territoriales. Gilles Averrousse, je vous laisse présenter un peu les préoccupations dont vous souhaitiez nous faire part. Je passerai ensuite la parole à Luc Brunet, chacun pour 5-6 minutes d'ouverture. Et puis ensuite, je vous inviterai à dialoguer l'un avec l'autre, peut-être avec en soutien les chiffres que Luc Brunet nous a apportés. Merci, Monsieur le Président, de votre présence. Je vous donne le micro. Merci, Maître Faux, de cette introduction et surtout merci aux organisateurs que vous représentez aujourd'hui de tenir ici cette réunion sur le risque pénal. C'est vraiment un sujet de préoccupation des élus au quotidien et la SMACL a une expérience forte en la matière et donc c'est fort judicieux d'avoir pu les associer aujourd'hui. Pourquoi c'est une préoccupation quotidienne des élus aujourd'hui? Parce que la société s'est complexifiée, l'organisation territoriale s'est complexifiée et continue à se complexifier. Pour illustrer très concrètement mes propos, on avait historiquement, et tout le monde le sait, une organisation nationale déclinée régionalement, départementalement et localement à travers la commune. Progressivement, les coopérations entre communes à travers les syndicats mixtes, puis après des formules plus intégrées d'intercommunalité, donc avec les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les métropoles, ont fait que le partage de compétences de ce qu'on avait avant uniquement à l'échelle communale se fait désormais beaucoup plus à l'échelle intercommunale, avec des interactions entre ces différentes strates et ces différents niveaux d'intervention locale qui peuvent amener à créer un risque juridique nouveau. On le voit, et si vous suivez l'actualité, souvent des décisions de conseils municipaux ou d'intercommunalités sont remises en cause parce qu'un élu qui est membre d'une autre instance qui a affaire en termes d'intérêt sur la délibération en cours n'est pas sorti ou a procédé au vote et sa responsabilité pénale peut être engagée. Ça va encore s'accentuer parce qu'aujourd'hui, si on prend l'actualité, l'évolution de la société, les problèmes énergétiques, la nécessité pour les collectivités d'investir
des nouveaux champs dans lesquels nous n'étions pas. Si je prends l'attractivité des centres-villes, aujourd'hui on devient de plus en plus propriétaire de locaux qu'on va louer à des professionnels, à des commerçants. On va créer des foncières immobilières pour porter cet immobilier. Dans le domaine des énergies, on va créer des sociétés à vocation énergétique pour gérer des réseaux de chaleur, pour gérer de la production d'énergie solaire, voire éolienne, construire des ombrières sur des terrains. Et à chaque fois qu'on crée un nouveau véhicule juridique, on crée un risque juridique, y compris un risque pénal, parce qu'on sait que derrière, il y aura des attributions de marché, que les procédures se sont aussi complexifiées, souvent d'ailleurs dans un but de clarification ou d'assainissement un peu du fonctionnement des collectivités. Il faut le dire, la création de la haute autorité sur la transparence de la vie publique, tout ça concourt à essayer de rendre le plus transparent à l'égard de nos concitoyens le fonctionnement des collectivités, mais plus vous rendez transparent, plus vous mettez en place des procédures, plus vous créez du risque en fait. Et le déport que j'évoquais tout à l'heure sur les délibérations, c'est aujourd'hui une des préoccupations premières des collectivités. Et les avocats sont devenus des gens auxquels on fait appel désormais maintenant en prévention et plus après coup. Historiquement, vous appeliez l'avocat quand vous étiez mis en cause. Aujourd'hui, et on le voit sur les marchés de construction les plus importants, on prend les cabinets d'avocats en conseil pour nous aider à rédiger les consultations, à rédiger la pondération des critères pour le choix des entreprises, pour qu'après, on soit le plus transparent, j'allais dire, mais aussi le plus serein possible en termes de neutralité dans les choix d'attribution et de sécurisation dans le suivi des procédures qui sont de plus en plus complexes de par les textes, mais aussi de par la jurisprudence. Voilà, vraiment merci pour le choix de ce sujet-là. On va pouvoir discuter sur des cas précis si on le souhaite. Mais je voulais moi exprimer ma reconnaissance au barreau et à travers vous à l'ensemble des avocats parce que c'est devenu une profession qui est désormais un vrai partenaire, un vrai collaborateur du service public, plus que jamais, j'allais dire plus aujourd'hui qu'hier et moins que demain encore. Très bien. Merci Président et je passe la parole à Luc Brunet qui va, avec les chiffres qu'on va faire apparaître derrière moi je pense, nous commenter l'état de la situation. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux d'intervenir sur cette table ronde. Merci au Conseil national de la nous avoir sollicité, d'autant plus que nous sommes partenaires de l'Île-de-France, donc une raison supplémentaire d'être heureux d'être avec vous. Alors effectivement, de la SMAC est un élu tout à fait, ville moyenne, Gérard Baloge qui est maire de Niort, sur le stand de la SMAC. Donc je vais vous présenter quelques chiffres, non pas pour vous faire peur, mais pour dresser une photographie de la situation actuelle. La SMAC a créé un observatoire des risques juridiques des collectivités territoriales qui a été créé en 1998 en partenariat avec 15 associations d'élus et de fonctionnaires territoriaux en Île-de-France. Et donc nous suivons le risque des élus et plus particulièrement le risque pénal. Et là, vous avez les chiffres que nous avons dévoilés hier sur notre stand. Vous voyez que la tendance n'est pas à la baisse, la tendance est clairement à la hausse. La mandature 2014-2020, on a franchi le cap symbolique des 2000 élus mis en cause. Donc ça représentait déjà une hausse de 55% par rapport à la mandature précédente. Et nos estimations pour la mandature 2020-2026 nous laissent entrevoir une nouvelle augmentation de 15% avec un peu plus de 2300 élus qui vont être mis en cause au cours de cette mandature, toute infraction confondue. Donc ces chiffres, effectivement, peuvent inquiéter. Après, il faut les relativiser. Pourquoi? Parce que lorsqu'on le rapporte au nombre d'élus locaux qui existent en France, ça vous donne un taux de mise en cause pénale qui est inférieur à 0,5%. Bon, voilà, il ne faut pas laisser entendre que le risque pénal, agiter les chiffres en rouge puisque le pénal pour faire peur, quand on peut relativiser, mais effectivement ça interpelle aussi. Autre élément qui permet de relativiser, c'est que qui dit poursuite ne dit pas condamnation. Il y a des avocats qui font bien leur boulot et heureusement, vous voyez que le taux de condamnation, finalement, il est inférieur à 40%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que 6 élus sur 10 qui sont poursuivis bénéficient au final d'une décision qui leur est favorable. Relax ou non lieu. Voilà.
Donc ça aussi, c'est un élément encourageant. Néanmoins, lorsqu'on a mis en cause pénalement et qu'on a fait la une de la presse, ça, c'est pas une partie de plaisir. Et même si elle se solde finalement par une décision qui est favorable, c'est pas évident pour les élus qui sont concernés. Alors, on va passer, voilà, juste la deuxième slide. Vous voyez quels sont les motifs de poursuite. Très clairement, là, s'il y a une zone sur laquelle les élus doivent être vigilants, c'est ce qu'on appelle les manquements devant probité. Alors il faut être très vigilant par rapport à cette notion parce que les manquements devant probité, il y a tout et n'importe quoi dedans. Il y a de la corruption, ça reste très rare, ça reste très exceptionnel. Il y a surtout ce que vous avez évoqué, Gilles, la prise illégale d'intérêt. La prise illégale d'intérêt, ça représente 40% des poursuites pour manquement devant probité. Or, la prise illégale d'intérêt, je ne vais pas dévoiler là maintenant, je reviendrai dessus tout à l'heure, avec cette notion de conflit d'intérêt, il est très facile, mais vraiment très facile, pour un élu de se retrouver poursuivi et même condamné au pénal pour cette infraction. Parce que c'est une infraction qui ratisse très large et qui met dans le même sac des élus, des rares élus qui sont malhonnêtes et qui ont piqué dans la caisse, par mon expression, avec des élus beaucoup plus nombreux, qui sont honnêtes, qui ont poursuivi l'intérêt général, mais qui néanmoins peuvent se retrouver placés en porte-à-faux, notamment, par exemple, pour le vote d'une subvention à une association. Et là, ça peut poser des difficultés très facilement si l'élu n'est pas sorti de la salle au moment du vote. Les atteintes à l'honneur, c'est tout le contentieux de la diffamation, donc ça arrive en deux. Les atteintes à la dignité, ici, c'est des injures et le harcèlement moral. Les atteintes à la confiance, c'est le fond d'écriture. Les violences involontaires, vous voyez, arrivent en 5e position. C'est tout le contentieux des accidents auxquels peuvent être confrontés les usagers ou les agents des collectivités. Donc c'est vrai, ça représente, dans la dernière mandature, moins de 3% du contentieux pénal, tout ce qui est homicide et blessures involontaires. Donc vraiment, la première zone sur laquelle les élus doivent être vigilants, c'est les manquements de l'autorité et au sein de ces manquements de l'autorité, la problématique des conflits d'intérêts. Je vais vous poser une question un peu provocatrice. Est-ce qu'on peut dire que le risque pénal est devenu l'instrument, ou peut devenir l'instrument du combat politique? Clairement, moi je connais à côté, je suis maire de Châteauroux, région centre, département de l'Indre. Je vais essayer de me tourner pour éviter le Larsen. La commune d'Issoudun est célèbre par son maire André Léniel, qui est président délégué, vice-président de l'Association des maires de France, a dû annuler toute une séance de conseil municipal et la reconvoquer et redélibérer parce que l'opposition a pris en motif de contestation et a même saisi le procureur, c'est-à-dire la procureure chez nous en l'occurrence, du fait qu'il y a une délibération qui a été prise pour voter une subvention à l'association des maires du département dont André Léniel préside l'instance locale. Voilà, et qu'il n'était pas sorti. Et c'est vraiment, alors que personne ne va remettre en cause l'intérêt public de cette adhésion et de cette délibération, et que quand elle sera resoumise et que l'élu va sortir, évidemment l'opposition va voter cette adhésion à l'association départementale des maires. Mais ça a été vraiment un combat politique de montrer et d'essayer de jeter, j'allais dire, l'opprobre sur l'élu en disant, vous voyez, il n'a pas respecté une loi. Et même si c'est anodin, l'impact que ça a sur la population, les gens vont dire, ah bah oui, tiens, là la procédure n'a pas été respectée, est-ce que si elle n'est pas respectée là, elle ne l'est pas sur d'autres affaires, et tout ça. Donc ça peut être, et ça c'est au quotidien, on le voit bien, souvent c'est utilisé politiquement à l'encontre de l'élu. C'est ça qui est assez dramatique, mais on le disait à l'instant, la plupart des fois où la prise illégale d'intérêt est mise en cause, elle n'est pas volontaire en fait. Enfin, c'est une prise illégale d'intérêt passive, j'allais dire, sans que l'élu ait eu conscience à un moment ou à un autre qu'il allait être dans une situation illégale en prenant la délibération ou en participant à la discussion ou pire au vote de la délibération. Oui, pour illustrer votre propos, deux exemples. Une commune, un adjoint emprunte l'échafaudage de la commune pour faire des travaux chez lui. D'accord, donc il emprunte l'échafaudage pour faire des travaux chez lui, pour travaux de peinture. Il y a un opposant qui passe, il prend l'échafaudage en photo, il reconnaît l'échafaudage de la commune, il prend l'échafaudage en photo, il envoie le tout au procureur de la République. L'adjoint a été poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Il a été finalement relaxé
parce qu'il a pu démontrer que n'importe quel autre administré aurait pu, dans les mêmes conditions, obtenir le prêt de cet échafaudage. A contrario, s'il n'avait pas pu rapporter cette preuve, effectivement, l'infraction a été caractérisée. Un autre exemple, dans une commune rurale de 250 habitants, le maire, 3 adjoints, vote une subvention à l'association qui organise la fête au village, la fête de la poterie. La subvention du siècle, 250 €. 250 €. C'est vrai que ça grève lourdement le budget communal. Un opposant a déposé plainte. Les 4 élus ont été poursuivis et condamnés pour prise illégale d'intérêt parce qu'ils n'auraient pas dû participer à la délibération. S'ils étaient sortis de la salle, la délibération aurait été votée tout à fait légalement. Mais le fait qu'ils soient restés dans la salle, ça a caractérisé l'infraction. Alors qu'on parle d'une subvention de 250 € pour l'organisation de la fête au village. Devant le juge administratif, ça n'aurait posé aucun problème. C'est-à-dire que même s'ils avaient participé, le juge administratif aurait dit oui, c'est pas des conseillers intéressés parce que l'association poursuit un but d'intérêt général. Mais devant le juge pénal, ça pose difficulté. Alors, je rebondis sur ce que vous venez de nous dire l'un et l'autre. Vous avez à de multiples reprises posé la question de la prise illégale d'intérêt, qui est en effet devenue pratiquement un délit objectif. Est-ce que vous ne pensez pas, ou est-ce que vous auriez l'idée de formuler des propositions pour que cette infraction soit cantonnée dans son champ d'application, que je comprends être un champ d'application légitime? Aujourd'hui, je pense que toutes les associations d'élus en conviennent, il faut que les choses évoluent, ou que le référentiel soit suffisamment clair pour qu'il n'y ait pas de doute dans le fonctionnement d'un conseil municipal sur ce qu'on doit faire, à quel moment on doit le faire et comment on doit le faire. Donc soit on allège la norme, entre guillemets, et on rend légal quelque chose qui aujourd'hui ne l'est pas, soit il y aura un gros travail de formation à faire, à la fois des instances, des agents qui s'occupent du secrétariat des assemblées, du suivi des délibérations et de leur rédaction, et des élus, pour qu'au bon moment, mais la difficulté qu'on constate aujourd'hui, notamment avec la multiplication des SEM et des satellites, j'allais dire, des collectivités, c'est que les élus, quasiment une délibération sur 2, ils doivent sortir de la salle du conseil pour que la délibération se fasse. Mais on se retrouve quelquefois avec des établissements publics ou des sociétés publiques locales. Notre difficulté aujourd'hui, c'est qu'on a des délibérations sur lesquelles il y a beaucoup d'élus qui sont concernés. Et qu'en faisant sortir tous les élus qui sont concernés par cette délibération, parce qu'ils représentent tous la ville dans cet organisme, vous vous retrouvez avec moins de la moitié des présents dans la salle. Donc à quelque part, vous perdez le quorum. Alors que tous les conseillers sont bien présents à la séance, au moment de la délibération concernée, il n'y a plus le quorum pour voter la délibération. Donc on arrive dans des situations qui sont complètement aberrantes. Je vous rejoins, on marche complètement sur la tête. Alors attention, on ne se trompe pas de débat. On est tous d'accord ici pour dire que les élus qui ont piqué dans la caisse, ils doivent être poursuivis, condamnés. Mais là, on ne parle pas de cela. On parle de gens qui sont de totale bonne foi et qui participent à une délibération voilà, dans l'intérêt général. Dans l'intérêt général. Alors, quelle proposition? Il y avait une proposition de la sénatoriale du sénateur Sauget, si ma mémoire est bonne, qui avait été adoptée au Sénat à l'unanimité en 2010, qui prévoyait tout simplement qui prévoyait d'aligner en fait le texte du code pénal sur la jurisprudence administrative. La jurisprudence administrative, comme je l'ai dit, elle est beaucoup plus souple parce qu'elle applique le code général des collectivités territoriales. Le juge administratif, lorsqu'il doit se prononcer sur la légalité d'une décision à laquelle a participé un élu, il va regarder pragmatiquement si l'élu a joué une influence réelle et d'autre part si l'intérêt poursuivi par l'élu est divergent de celui de la collectivité. Et cette proposition de la sénatoriale, elle prévoyait justement cela, de rendre correspondant le texte du code pénal avec le code général des collectivités territoriales pour que le juge pénal applique le même critère. Entre-temps, il y a eu l'affaire Cahuzac, donc le texte est passé à la trappe. Néanmoins, il garde, à mon sens, toute sa pertinence parce qu'on aboutit aux aberrations que vous venez d'évoquer. Et est-ce que la transparence y gagne? Non. Est-ce que la lutte contre les véritables corruptions y gagne? Non.
il est grand temps, effectivement, de redonner au code pénal sa véritable valeur et sa véritable noblesse. Le code pénal, qu'est-ce que c'est le code pénal? Le code pénal, on défend dans le code pénal des valeurs qui sont défendues par la société. Derrière chaque infraction du code pénal, vous avez une valeur qui est défendue par la société. Et qui c'est qu'on poursuit sont ceux qui ont porté atteinte à ces valeurs, à l'intérêt général. Il n'est pas sain que dans une infraction, on mette dans le même sac des gens qui ont poursuivi leur intérêt personnel avec des gens qui ont poursuivi l'intérêt général. Il est grand temps de clarifier cette infraction, effectivement. Et malheureusement, alors, le législateur est intervenu avec la loi 3DS, avec la loi sur la confiance dans l'institution judiciaire, mais on voit bien que ça n'a pas résolu tous les problèmes, loin s'en faut. Et si on veut prolonger votre propos, est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ce type d'infraction est de nature à nuire au recrutement des élus à l'avenir? On parle de la désaffection des fonctions électives. Est-ce que vous pensez que le développement que l'on voit exponentiel des poursuites et poursuites qui deviennent elles-mêmes l'instrument du débat public, est-ce que c'est de nature à nuire au recrutement des élus de demain? C'est difficile. Je crois que ça ne nuit pas au recrutement parce qu'au moment d'une élection, il y a toujours des candidats, il y a toujours des gens qui ont envie de s'investir dans la vie de leur commune et qui n'ont pas forcément conscience et une notion de comment ça va fonctionner au quotidien. Mais ça nuit au maintien en fonction. C'est-à-dire que très rapidement, après les prises de fonction, et on le voit là, on est à un rythme de démission qui est le double de ce qu'on a connu au mandat précédent. On a 40 démissions de maires par mois. Et on n'a jamais connu un rythme de fin de fonction aussi rapide dans le déroulement d'un mandat municipal. Et je pense que ça y contribue. La multiplication des procédures, des instances, des réunions et la judiciarisation de la société, le fait que les gens aujourd'hui, au moindre accident, au moindre préjudice qu'on aurait estimé normal il y a quelques années, aujourd'hui demandent réparation et donc vont pas hésiter à attaquer et mettre en cause la responsabilité personnelle et pénale de l'élu, fait que rapidement, celui qui n'est pas aguerri à ça, celui qui est maire d'une commune qui n'a pas les moyens, pas les services pour l'accompagner, qui n'a pas eu les moyens d'avoir recours à un cabinet d'avocat avant, pendant ou après, il va jeter l'éponge. Il va dire que vous rajoutez à ça le temps, la disponibilité prise sur la vie de famille. Il va dire non, je ne vais pas à la fois sacrifier ma vie de famille et me retrouver mis en examen et condamné pour un délit que j'aurais évidemment commis sans intention de commettre. Donc, alors, je voudrais... Pardon, allez-y, réagissez. Pour appuyer le propos de Gilles, on a fait un colloque sur le sujet du risque de mise en cause et d'agression, parce qu'il ne faut pas oublier aussi le risque d'agression, qui joue beaucoup sur ce que je viens d'évoquer. Et Maryse Carrère, sénatrice, a cité le cas d'un maire qui, dans le département des Pyrénées, est poursuivi pour un accident qui est survenu lors d'une fête organisée au village. Elle expliquait que le maire avait prévu de passer le relais à son adjoint en cours de mandat parce que c'était la main. Du coup, il est mis en cause. Il a dit je vais rester pour assumer mes responsabilités. Et l'adjoint qui devait prendre le relais a dit bon, vu ce qui m'attend, non, je préfère finalement renoncer. Donc effectivement, je vous rejoins totalement. Ça peut décourager certains à vouloir continuer à s'investir pour l'intérêt général. On est toujours dans cette problématique-là. Parce que quand on s'investit dans un mandat électif, c'est justement ça, c'est pour servir l'intérêt général. Et certains se disent, bah oui, mais si c'est pour me retrouver en correctionnel alors que je recherchais l'intérêt général, c'est vrai que c'est dur. Alors je voudrais élargir le propos et vous demander de réagir à la question suivante. Est-ce que la judiciarisation de la vie publique est un frein à l'action publique des collectivités territoriales? Alors oui, c'est un frein. C'est clairement un frein. C'est un frein dans l'exécution des marchés publics, puisque on sait que désormais, dès que vous signez avec une entreprise un marché, vous voulez que je mette comme ça? C'est mieux là? Ah, mais voilà, c'est peut-être ça en fait le truc depuis le début, c'est qu'on le porte trop loin. Quand vous signez un marché avec une entreprise, vous pouvez
vous attendre à ce que, de toute façon, au premier avenant, il y ait des discussions sur la légalité des choses, de la manière dont ça va se dérouler et se concrétiser. Et c'est là où, du coup, le rôle de conseil, d'expert, qu'ont les avocats est important pour nous. Moi, je ne connais pas de grands chantiers aujourd'hui où il n'y a pas une procédure d'engager soit pendant, soit après le chantier. Je n'en connais pas. Dans tous les chantiers que je connais, il y a une procédure en cours. Je ne parle pas des déclarations de dommages ouvrages comme ça qui sont un peu classiques. Et au bout d'un moment, il y en a un qui n'est pas payé, il y en a un qui fait un recours parce qu'il conteste le fait qu'il n'a pas eu son paiement, parce qu'on lui a fait une retenue, parce qu'il estime que dans le contrat, ce n'était pas rédigé très clairement et qu'il a respecté. Et donc, ça refroidit, ça change même les comportements. C'est-à-dire que dans des procédures de marché public, on va être plus enclin à prendre une entreprise unique plutôt que de faire de l'allotissement. Ça aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on constate sur les grandes opérations. On voit bien qu'il y a une intégration maintenant du risque juridique dans les opérations qui sont portées par les collectivités. Et pas que pour une mise en cause pénale de la responsabilité du maire, mais aussi parce que ça va ralentir le chantier, que derrière c'est une opération qui ne va pas être livrée dans le temps. Enfin voilà, c'est toujours très compliqué. Oui, la judiciarisation effectivement contribue à ralentir les process et peut effectivement poser problème aux élus. Encore une fois, on se rappelle qu'un élu, lorsqu'il s'investit, c'est pour servir l'intérêt général. Alors, ça ne veut pas dire que pour autant il faut s'affranchir des règles. Il y a des règles à respecter, ça c'est tout à fait normal. Mais il est nécessaire effectivement de clarifier certaines dispositions pour éviter que des élus de bonne foi, c'est de cela dont il s'agit, se retrouvent notamment au pénal, mais comme le soulignait Gilles, également aussi devant des procédures administratives qui peuvent ralentir considérablement un projet au détriment finalement de l'intérêt général. Alors au total, est-ce que vous pourriez proposer quelque chose qui serait de nature à la fois à faire reculer cette judiciarisation un peu outrancière à laquelle on assiste sans qu'on arrive au modèle américain, et qui soit de nature à rassurer les élus et à fluidifier l'action publique? Alors, je vais essayer de sortir, en fait, je pense que c'est ma proximité avec le haut-parleur qui fait qu'il y a un larcène. C'est un sujet sur lequel il faut vraiment qu'on travaille aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on arrive à revenir à la situation d'avant, c'est-à-dire à l'époque où il n'y avait pas autant de recours. Parce que s'il y a aujourd'hui plus de recours, c'est aussi parce qu'il y a plus d'encadrement, qu'il y a plus de procédures imposées, qu'il y a plus de règles. Et forcément, dès que vous multipliez les règles. Et on ne reviendra pas en arrière. On parlait de la haute autorité sur la transparence de la vie publique. On aurait pu parler de la loi Sapin, parce que ça a commencé à peu près là, à cette époque-là, dans les années 90, quand on a commencé à encadrer les règles de marché public. Ça, clairement, aucun gouvernement ne reviendra en arrière. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est protéger les règles de déroulement des procédures dans le sens qu'on évoquait à l'instant, c'est-à-dire qu'il faut refaire la distinction entre l'intérêt personnel et l'intérêt général de manière plus claire. Quand un élu siège dans un établissement public et qu'il y représente la commune, forcément, il représente l'intérêt général. Et aujourd'hui, on applique la règle comme s'il représentait un intérêt particulier, en fait. Et on lui demande de sortir parce qu'on considère que la société dans laquelle il va représenter la commune, elle a un intérêt particulier. Alors que lui, il y siège en tant que composante de la ville elle-même. Donc il ne peut pas y avoir conceptuellement, il ne peut pas y avoir d'opposition entre l'intérêt de la ville et la décision qui va être prise par le représentant de la ville dans la structure. Et ça, juridiquement, aujourd'hui, on ne le considère pas de cette manière-là. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Avec la bonne volonté des uns et des autres, on doit pouvoir y arriver, et il faut y arriver parce qu'on arrive à en fait aujourd'hui un peu geler le fonctionnement de structures et mettre en risque des personnes qui ne devraient pas l'être. Voilà, c'est juste une question de bon sens en fait, mais les élus seuls ne pourront pas le faire. Le gouvernement, enfin le Parlement on va dire seul non plus. Je pense qu'il y a un intérêt à travailler entre les élus, le législateur et les professionnels du droit pour redéfinir peut-être une notion de l'intérêt général des collectivités qui correspondent à notre évolution de fonctionnement, à la création des intercommunalités et de nos structures satellites
parce que le monde d'aujourd'hui est plus celui d'hier et le droit n'a pas évolué aussi vite que l'organisation territoriale et notre organisation d'outils simplement de gestion de l'intérêt public au niveau local, départemental ou régional. Je vais essayer de rester en place. De même que la loi Fauchon était une loi d'émanation parlementaire, puisqu'elle est le résultat d'une proposition de loi soutenue et développée par le sénateur Fauchon à l'époque, est-ce qu'il n'incomberait pas au Parlement, au Sénat peut-être, le premier concerné, de prendre des initiatives dans le sens que vous décriviez l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut attendre du gouvernement, quel qu'il soit, un projet de loi, ou est-ce qu'il faut au contraire inviter le Parlement, et spécialement les sénateurs, à se saisir de ce sujet dont on voit bien, en regardant les courbes et en faisant les constatations sociologiques qu'on fait, qu'il s'agit d'un sujet critique aujourd'hui? Il y a vraiment urgence à le faire. Ouais. Peut-être en partant de l'état des lieux qui était dressé par la SMAC tout à l'heure sur les différentes situations de celles, alors il y en a bien évidemment une partie qui n'est pas contestable, où les mises en cause sont justifiées, réelles, et les condamnations normales. Voilà. Mais pour toutes celles où on voit bien que c'est une déviance un peu du droit et qu'on n'est pas aujourd'hui dans une application qui va dans le sens de... Parce que le législateur, quand il a mis en place ces procédures, je pense qu'il n'avait pas... dans l'esprit de complexifier ou de mettre en cause les élus locaux. C'était pas le but. C'est l'application malheureusement qui fait qu'aujourd'hui on est dans cette situation. Donc je pense qu'il y aurait tout intérêt à regarder toutes ces situations qu'on a citées tout à l'heure et d'autres qu'on n'a pas citées, et d'essayer de travailler avec le Sénat bien évidemment, parce que c'est l'Assemblée qui représente les collectivités locales, sur des textes qui permettent un peu de recréer de la sérénité, de la sécurisation des élus, pour éviter cette mise en danger inutile et injustifiée. Donc je prendrais ça comme une feuille de route, moi du coup, je vais demander aux équipes de Ville-de-France peut-être de prendre l'initiative, parce qu'on voit des initiatives prises ici ponctuellement, individuellement, et je pense qu'il faut regarder la situation dans son intégralité, et peut-être avec les professionnels de l'assurance qui nous assurent, parce qu'on est tous à payer des assurances individuelles pour notre protection juridique. Quand vous êtes maire, on ne vous dit pas qu'au lendemain, un des premiers actes que vous allez faire à titre personnel, payer sur votre indemnité et pas payé par la collectivité, vous allez prendre une assurance pour vous couvrir du risque pénal. Le mot serait injuste parce que vous n'êtes jamais exempté de la condamnation, mais au moins d'être accompagné pendant la mise en cause par des professionnels du droit. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, soyez certains que dans cette démarche, avec la puissance de feu qui peut être la nôtre sur l'ensemble du territoire national, nous accompagnerions cette démarche avec l'ensemble des moyens juridiques dont disposent les 74 000 avocats de France. Merci beaucoup Gilles Averrouz d'être venu sur le stand du barreau de France. Merci beaucoup à Luc Brunet de nous avoir apporté la matière à notre réflexion. Et nous allons donc nous retrouver dans ces travaux à venir. J'en ai bien pris note. À bientôt. Merci à tous.